la femme a un message de femme à apporter. Moi, j'avoue que quand je vois quelque chose qui me fait pleurer, bien j'ose pleurer. Je suis quelqu'un de sensible. Je ne veux pas devenir un homme manqué dans la politique. C'est ça que je veux apporter au monde politique. Elle voulait faire de la politique à sa façon. Et c'est vrai que Roselyne Bachelot s'est souvent illustrée par son style, sa liberté de ton, voire ses gaffes, diront certains. Aujourd'hui, alors qu'elle quitte la scène politique, quel bilan tire-t-elle? Était-elle si libre que ça? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, l'ex-ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour Hélène Risser. On vous rencontre aujourd'hui dans un contexte un peu particulier. Vous êtes en pleine reconversion professionnelle. Vous avez quitté la scène politique. Vous n'avez plus de mandat. Bientôt, vous ne parlerez plus en tant que femme politique. Vous entamez une nouvelle vie d'animatrice télé. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est, on va dire, la vie d'avant. Et puisque vous pouvez encore dire sur la vie politique... Plein de choses. Plein de choses. Et bien, tant mieux. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer d'abord, en un mot, de la vie politique ? J'ai pensé à cette reconversion depuis très longtemps, je m'y suis préparée et je dois dire que pas grand-chose ne va me manquer de cette vie politique parce que je vais demeurer une citoyenne qui s'intéresse, qui parle, etc., même si je n'aurai plus de responsabilité dans un parti politique. Je vais regarder ça avec beaucoup de liberté parce que justement c'est ça que je vais retrouver et qui me manquait dans la vie précédente. Cette liberté, cette capacité d'expression, et ce que je retrouve me plaît plus que ce que j'ai perdu. Et alors, qu'est-ce que vous allez le moins regretter ? Ce que je vais le moins regretter, c'est le fait d'avoir toujours des gens qui décident de ma vie, y compris de ma vie personnelle. Vous êtes entouré par des gens extrêmement dévoués, mais qui vous organisent, vous surveillent. On a quelquefois l'impression d'être un vase posé sur une étagère. Qu'on prend. D'accord, les collaborateurs, les attachés de presse, les conseillers. Exactement. D'accord, alors moi je pensais que vous alliez dire que vous ne regretteriez pas l'ambiance à l'UMP, Monsieur Guénaud, Madame Dati, parce que c'est vrai qu'on a eu l'impression depuis la sortie de votre livre que vos relations avec certains s'étaient un peu tendues, hein, ce livre à feu et à sang. Beau succès de librairie dans lequel vous expliquez les causes, selon vous, de la défaite de Nicolas Sarkozy, à savoir une ligne politique, la droitisation, et un trio de conseillers, parmi lesquels Henri Guénaud. Non, il n'est pas dans le trio de conseillers, Henri Guénaud. Mais il s'est senti visé, en tout cas. Oui, mais enfin, il a eu tort, puisqu'il n'est pas dans le trio. Parce que c'est vrai, quand on l'entendait à la télé, on avait l'impression que c'était lui. Oui, puis il y avait effectivement Emmanuel Mignon et d'autres. Alors lui, on dirait que c'est senti visé par cette critique. Et justement, je vais vous montrer un extrait commenté par le journaliste Michael Darmon. Je me souviens des démonstrations d'affection de Madame Bachelot pendant des années. Donc je ne commande pas un livre d'une telle vulgarité de pensée, d'attitude, de comportement. Et vous savez, les auteurs, ils ressemblent souvent à leurs livres. Voilà, c'est d'une profonde vulgarité. Parce que quand on a fait des pieds et des mains pendant 5 ans pour être ministre et pour rester ministre, eh bien, on a un peu de dignité à la fin et on se sent un peu solidaire de ce qui s'est passé. Madame Bachelot avait brouillé d'ailleurs les médecins. Je vous demande de poser la question aux médecins. Nicolas Sarkozy avait souhaité la sortir du gouvernement à ce moment-là. Elle a supplié François Fillon pour y rester. C'est comme ça qu'elle y est restée. Il lui a enlevé la compétence de la santé. Donc je trouve que c'est pas très joli ce livre contre le président qui l'a nommé du fait du prince. Ce qu'on voit bien, c'est que là, on voit bien une équipe qui règle ses comptes. De manière plus générale, ça montre bien que cette personnalité un peu hors norme quand même de Roselyne Bachelot a toujours eu du mal à s'insérer dans les codes et les codifications de la politique. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une héritière et que, au fond, seuls les héritiers en politique ont la capacité de prendre de la distance et de s'affranchir de certains codes et de certaines postures et de ce qu'il faut savoir faire, alors que ceux qui ne sont pas de ce monde-là épousent complètement les manières d'être. D'accord, donc héritière, parce qu'effectivement son père lui a permis d'accéder à la politique, de récupérer un siège, et donc tout ça a marqué toute sa carrière, parce que c'était il y a longtemps. Elle a une carrière effectivement politique conséquente, qui n'est pas factice, qui n'est pas fictive, mais qui ne s'est pas faite dans des combats acharnés. Et cette manière d'être lui donne cette distance
qui fait que parfois elle dit ce qu'elle veut, elle agit voilà, comme elle l'entend. D'accord, donc ce qui passe pas, c'est la manière dont elle a pu jouer avec les codes de la politique et parfois se mettre à distance pour mieux revenir après. Oui, parce qu'elle est protégée, parce que François Fillon est là. Parce que, héritière et protégée. Héritière et protégée par un ami, un vrai ami en politique, j'imagine également avec des liens personnels, mais aussi un vrai ami en politique qui l'a accompagnée, l'a protégée et a fait en sorte que durant tout son parcours, elle soit là également. Lorsque, le dernier remaniement où effectivement elle est à deux doigts de sortir, et c'est vrai, elle est à deux doigts de sortir parce que Nicolas Sarkozy ne veut plus en entendre parler, François Fillon en fait un casus belli. Et c'est Xavier Bertrand qui lui offre un secrétariat d'État où elle est censée lancer une réforme de la dépendance dont tout le monde explique le soir même de la formation du gouvernement en coulisses que de toute façon ça ne se fera pas et c'est la raison pour laquelle elle a été nommée. Donc effectivement on entend parler Sarkozy d'une commission et puis après on apprend que ça ne sera pas pour ce quinquennat. Voilà, vous avez réagi en disant un pas secrétariat d'État, ministre, sur la Non, il y a une série d'erreurs factuelles qui m'étonnent de la part d'un journaliste aussi bien informé que Michael Darmon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le fond. C'est un dégoulinage de machisme absolument incroyable. Héritière. Héritière, enfin, j'ai été élue, j'ai mené des campagnes. Les électeurs, à ce que je sache, ne sont pas manipulés. Mon premier combat politique, je l'ai mené en me présentant dans un canton détenu par la gauche et par une personnalité de gauche où on pensait que j'avais aucune chance. Et j'ai gagné. Donc, vous voyez, c'est tout à fait incroyable. Une femme, de toute façon, procède d'un homme. Je procède de mon père, je procède de François Fillon. C'est très intéressant, les discussions des uns et des autres. Oui, mais alors ce qu'il dit, en fait, c'est pas pour vous accuser, parce qu'il dit que vous avez eu une carrière plusieurs fois ministre, etc. Il ne nie pas votre parcours du tout. Hein. Lui, il le dit dans le sens où le fait que vous ayez été initié, on peut le dire quand même, à la vie politique par votre père, vous êtes rentré en politique quand même. On a toujours un père en politique. Voilà. Un père biologique ou un père spirituel. Voilà, vous c'était, on va dire, père biologique voilà. et spirituel. Voilà, exactement. Qui était le même, et ben ça vous a donné une liberté, dit-il, vis-à-vis des codes de la politique par rapport à des gens comme Rachida Dati qu'on a vu, qui elle a dû faire des pieds et des mains, on imagine, pour rentrer dans ce monde, et il dit, vous avez cette liberté de vous affranchir des codes, et c'est comme ça qu'il explique votre liberté de ton. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de rentrer en politique, je dirais par le bas, en gravissant les échelons, où tout d'un coup, il y a un choix qui est fait. Moi, j'aime pas beaucoup le choix du prince, parce que moi, je pense que Rachida Dati a été choisie pour des qualités. D'abord, je ne lui fais pas ce procès-là. Sans doute, j'ai parlé d'erreur de casting, parce que justement, je pense qu'il faut mieux... Oui, dans votre livre, et c'est peut-être pour ça qu'elle voilà. est contente. Oui, mais visiblement, elle aussi n'a pas lu mon livre. Je pense qu'on est plus fort en politique en commençant par le bas de la politique, en gravissant les échelons les uns à la suite des autres. Et ce n'est pas le fait d'être une héritière en politique qui m'a donné cette force. C'est, je pense, d'avoir franchi les échelons les uns après les autres. Oui. Mon père m'avait dit d'ailleurs, c'est quand même curieux de se voir reprocher son père alors que j'ai 65 ans et qu'il y a 40 ans que je fais de la politique, c'est rafraîchissant. Mon père m'avait dit, on te reprochera toujours d'être ma fille. Donc commence par quelque chose de difficile, et c'est ce que j'ai fait. Là, il parle aussi de la liberté de ton, notamment pour écrire ce livre qui a fait grincer des dents. C'était avant l'été. Entre-temps, l'été a passé. Vous avez dû peut-être réfléchir. Vous êtes parti en vacances. Vous avez pris du recul. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, notamment dans ce qui s'est passé, les conséquences, les réactions, voire dans votre livre en lui-même, hein, dans cette démarche? Non, parce que je ne suis pas décérébrée. Donc ce livre, je l'ai évidemment écrit et voulu et ressenti. Je pense que j'ai posé un jalon dans le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bilan extrêmement flatteur. Je pense que vous avez lu le livre. J'ai lu le livre et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses positives, effectivement. Par contre, en tant que femme politique, j'ai exprimé des réserves sur les lignes politiques qui avaient été prises au moment de la campagne électorale. Et c'est pour ça que des reproches qui me disent pourquoi n'est-elle pas partie, mais la campagne électorale, elle s'est décidée. Nicolas Sarkozy est rentré dans l'arène début février, 2 mois avant l'élection elle-même. Voilà, vous ne pouvez pas être sûr qu'il aurait cette ligne droitière avant. Voilà, et je dirais même que tout dans la politique qu'il avait menée, et en particulier dans la politique sociale dont j'avais la charge, était aux antipodes des choix politiques qu'il a fait ensuite.
sur ce qu'il dit pour terminer, il dit quand même que chez vous, il y a le côté pas conventionnel, le livre, le côté conventionnel, quand même, avoir voulu rester ministre jusqu'au bout, quitte à être chargé d'une loi sur la dépendance qui n'a jamais vu le jour, qui a été mort-née, en fait. Oui, vous aviez quand même le désir je trouve d'abord que, avec beaucoup d'arrogance, Michaël Darmon, secrétaire d'État, on lui donne une réforme auquel on n'a jamais cru. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Nicolas Sarkozy voulait absolument faire cette réforme, François Fillon aussi, on a travaillé. D'ailleurs, il l'a dit publiquement qu'il voulait mener cette réforme. Après, il a dit qu'il n'y a plus d'argent. Et il dit effectivement, à un moment où on est dans une très grande difficulté, on ne peut pas faire les attendus les plus forts de la réforme, mais en même temps, on continue à poser des jalons et à prendre des mesures extrêmement importantes pour la prise en charge des personnes âgées. Alors, il y a quand même eu un scoop, enfin du moins de notre point de vue, en écoutant tout ça et puis dans ce que dit Michaël Darmon, c'est qu'il dit voilà, vous êtes vraiment amis avec François Fillon, et donc le scoop, ce serait que l'amitié en politique, ça existe vraiment. Vous pouvez nous donner la recette, nous expliquer Je crois que l'amitié, elle est fondée sur la liberté de l'un et de l'autre. François Fillon n'est pas quelqu'un qui essaie de manipuler les gens ou de les instrumentaliser. Jamais. Il ne raisonne pas en disant je te confie un poste, tu me dois quelque chose. Il n'a pas du tout cette conception de l'État. Et c'est sans doute ce qui a permis à une femme comme moi et à un homme comme lui de rester amis dans les vicissitudes de la vie politique. L'amitié de François Fillon, c'est quelque chose de rare, et j'en mesure le prix. Donc là, vous dites que chez François Fillon a permis à cette amitié de durer, et vous, de votre côté, vous lui avez apporté quoi pendant ces 5 ans ? Je lui ai apporté une fidélité lucide. C'est-à-dire que pour moi, la fidélité, c'est pas d'être une pom-pom girl qui dit tout ce que tu fais est bien, et même parfois de m'opposer à lui et de dire bon, tu as gagné, tu es le Premier ministre, l'arbitrage il est rendu contre moi, mais n'empêche que je continue à penser ce que je pense. D'accord, donc c'est ça le secret d'amitié, c'est le fait effectivement que lui n'attende rien en retour, qu'il n'y ait pas de logique finalement de donnant-donnant. Ce que je trouve aussi terriblement machiste dans les commentaires qui sont faits par les uns ou les autres, serait que cette amitié serait le facteur déclenchant de ma nomination. Le fait que je puisse être intelligente, compétente, capable de mener des politiques difficiles, n'apparaît pas à ces gens-là. Quel mépris à mon égard. Ils étaient à l'UMP, ils ont été au gouvernement. Ça vous surprend, ça vous a surpris qu'ils réagissent comme ça ? Parce que vous dites quel mépris à mon égard, d'avoir été victime de ce mépris. Oui, de la part d'Henri Guénaud, avec lequel je partage tant de choses. J'ai été à ses côtés à des moments bien difficiles de son existence. J'ai le sentiment que ce que j'ai dit sur la campagne de Nicolas Sarkozy, il l'avait dit bien avant moi, et peut-être de façon plus forte. Donc acte. Juste un dernier petit mot quand même concernant le livre et François Fillon. François Fillon a lui-même émis des critiques sur le livre. Alors je ne sais pas s'il l'a lu ou pas, lui. Il a dit quand on a exercé des fonctions en confiance pendant un certain nombre d'années, on attend un petit peu avant de publier ses souvenirs. Il vous a accusé aussi de manquer de déontologie. Vous l'avez pris comment de la part d'un ami ? C'était quoi? C'était politique purement comme commentaire? Oui, je crois que c'est politique. Et puis voilà, en ce moment, on est surtout dans la campagne pour la présidence de l'UMP. Donc moi, j'ai plus de liberté à l'intérieur de cette campagne. Et puis voilà, c'est tout, je le prends. Ni trop, ni pas assez. Je crois que ce livre est important. Je vous donne rendez-vous, Hélène Risser, quand l'élection à la présidence de l'UMP sera terminée. Parce que ce qui m'a amusé, c'est les collègues ministres qui en m'ont tiré par la manche. On m'a dit, si nous, on avait écrit ce livre, il aurait été beaucoup plus cruel. Ah, trop gentil finalement. Alors cette liberté que vous revendiquez maintenant que vous quittez la scène politique, vous l'avez quand même eu à plusieurs reprises au cours de votre carrière. Il y a un moment particulièrement emblématique que beaucoup ont gardé en mémoire, je pense. C'est en 2003, illustration de ce que certains ont appelé le style Bachelot. Vous étiez alors ministre de l'écologie de Jacques Chirac et certains se demandent si le président n'a pas des problèmes d'audition. Un petit extrait pour se remettre dans l'ambiance. Ça vous fait quel âge maintenant?
Certes, la musique ne facilite pas l'audition. Mais à bientôt 71 ans, Jacques Chirac doit parfois faire répéter la question. Il a ce livre à vous remettre. Depuis quelques jours, l'oreille du président défraie la chronique. Même la pub s'en inspire. Asseyez-vous. Alors Jacques Chirac porte-t-il un appareil? À 8 h ce matin, c'est oui. Est-ce que vous confirmez, Roselyne Bachelot, que le président de la République, que vous verrez tout à l'heure, a un appareil auditif? Il me semble que oui. Eh bien, c'est une excellente réponse. C'était Roselyne Bachelot. Vous confirmez que le président porte un sonotone? Quelques heures plus tard, le visage fermé, la ministre évite soigneusement le sujet. Ses collègues ne cachent pas leur embarras. Avez-vous remarqué que le président était effectivement appareillé? Non, c'est pas. L'affaire du président, ça ne me regarde pas. Je ne me permettrai pas de faire d'observation désobligeante sur. À 12h40, le oui de Roselyne Bachelot devient un non officiel. Donc ça n'a vraiment pas été évoqué en Conseil des ministres. Enfin, cela dit, il n'en porte évidemment pas. Début de soirée, troisième réponse en forme de ni oui ni non. Selon son entourage, le président n'est pas appareillé. Et s'il a testé un appareil un jour pour son confort, visiblement, cela n'a pas été concluant. Voilà, un petit rappel. Alors, qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que vous avez quand même déclenché une crise diplomatique, ça vous fait rire? D'abord, ce qui me fait rire, c'est qu'on soit aussi emberlificoté dans des choses qui apparaissent d'évidence. Il y a des gens qui portent des lunettes, des appareils dentaires, des pacemakers, des hanches en titane et des appareils auditifs. On est dans une société où l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, 1 an tous les 4 ans. Il y a des gens qui sont appareillés. Moi, je ne comprends pas qu'on ne dise pas très gentiment et très clairement, bah oui, je porte un appareil auditif. Ça a l'air d'être honteux, c'est-à-dire c'est presque une insulte pour les centaines de milliers de nos compatriotes qui sont appareillés avec de telles structures. Bon, alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une sorte d'omerta incroyable parce que je suis sur la même ligne que lui au Conseil des ministres. Je vois donc l'appareil auditif dans son oreille. Il a peut-être arrêté de le porter, mais il avait bien tort d'arrêter de le porter, hein. Et qu'est-ce que Jean-Michel Apathy, avec son esprit incisif habituel, me dit, est-ce que le président porte un appareil auditif? C'est évident qu'il en porte un, je l'ai vu. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire non, mais c'est grotesque. Pourquoi mentir sur un sujet aussi bête? Je sais pas, c'est à vous de nous expliquer. Hein. Nous, on ne sait pas. Nous, voilà, et donc, moi, qui d'ailleurs me suis beaucoup occupée de ces choses-là, au niveau de la santé, au niveau du handicap. Vous êtes d'une famille de médecins, vous ne pensez pas, quand vous le dites là, parce qu'avec le recul, maintenant le temps a passé, vous allez pouvoir nous éclairer justement sur les mœurs politiques, quand vous le dites, vous n'imaginez pas un instant faire, je ne sais pas si c'est une guerre. Alors oui, alors j'ai pas du tout imaginé l'impact absolument extraordinaire et vraiment ce qui aurait dû suivre, c'est une dédramatisation. Mais la façon de s'emberlificoter les pinceaux est absolument un cas d'école. On envoie le pauvre Copé, qui est à l'époque porte-parole du gouvernement, qui ment. On l'envoie en service commandé pour raconter n'importe quoi. On m'accuse de, je sais pas trop quoi, d'être malveillante. Puis ensuite, on rétropédale avec un autre mensonge. Vraiment, c'est un cas d'école dans les instituts de communication. Mais peut-être aussi que ce que vous laissez entendre, c'est que le président Chirac a des faiblesses à l'époque. C'est peut-être ça, tout simplement. Et alors, en lisant votre livre, parce que moi, je l'ai lu attentivement, je n'ai pas lu que les passages sur Nicolas Sarkozy, j'ai aussi lu ceux sur Jacques Chirac. Et vous dites quand même dans votre livre qu'en 2002, lorsque vous êtes nommé porte-parole donc du candidat Chirac, vous êtes surprise de devoir le protéger. Vous dites qu'en dépit des ressources que Jacques Chirac déploie, son entourage le trouve affaibli, voire amoindri. Et du coup, on ne peut s'empêcher de faire le lien avec cet épisode en se demandant si, lorsque vous parlez du sonotone, c'est une manière peut-être de laisser sortir le refoulé, on pourrait dire, allez, faisons un peu de psychanalyse, d'exprimer des faiblesses qu'il aurait et qu'on cherche à cacher. Je ne suis pas allée jusque-là. Moi, j'ai eu une réponse purement factuelle à l'époque. Et sur Jacques Chirac, alors est-ce que vous pouvez nous éclairer quand même un petit peu sur ce que vous suggérez dans votre livre? Ce sont quoi ces faiblesses que vous évoquez dans le livre? J'ai eu le sentiment, la conviction que la maladie de Jacques Chirac avait commencé déjà depuis
depuis un certain temps. Ça ne l'empêchait pas du tout d'être président de la République, mais ça, là aussi, ça vient en droite ligne avec ce que je viens de dire, mais qu'il convenait de le protéger, de l'aider, ce que faisait parfaitement Claude Chirac. D'accord, donc il pouvait être président de la République, mais il fallait quand même maintenir un cocon de protection autour de lui, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, des structures de protection. Mais alors ça a peut-être déclenché justement la fameuse omerta dont vous avez été entre guillemets victime, peut-être? Peut-être. D'accord. Et Jacques Chirac, vous en avez voulu? Je crois. Ça a eu des conséquences après? Parce que c'est vrai que un an plus tard, vous quittez d'ailleurs le gouvernement. Je le crois aussi. Ça a été une des raisons de mon départ du gouvernement. Mais il s'est passé une scène drôle qui sans doute est inouïe parce que au début du Conseil des ministres, de ce Conseil des ministres qui suit l'émission de Jean-Michel Apathy, Chirac vient me trouver et il me dit « Tu sais, j'ai pas d'appareil, j'ai simplement un petit pansement dans l'oreille. » Et là, j'ai fait une chose inouïe. J'ai giflé le président. Non, bien sûr, mais j'ai fait une petite tape sur la joue et je lui ai dit « Jacques, arrête de raconter des bêtises. » Ah oui, mais alors il s'est senti quasiment infantilisé peut-être Ah ouais, vous pensez que ça a été le début des... Oh non, pas des hostilités, c'est pas ça. Mais peut-être que les hommes acceptent moins que les femmes de passer des périodes de la vie, des étapes de la vie. C'est touchant. Et quand vous dites la maladie de Jacques Chirac, quand vous dites je pense que sa maladie avait commencé déjà à l'époque, vous voulez dire de quelle maladie exactement vous parlez? Parce qu'il y a eu son AVC après, écoutez, je ne vais pas parler de la maladie de Jacques Chirac. Jacques Chirac est devenu une personne privée. Voilà, on va peut-être passer à autre chose. Mais vous en parlez dans votre livre. Oui, mais enfin j'en parle, voilà, de façon, comme je viens d'en parler avec vous, on va pas mener un interrogatoire médical. Vous avez beaucoup parlé déjà du féminisme, de faire de la politique en tant que femme, en tant qu'homme. Vous expliquez que c'est différent. Alors ça, pour le coup, vous l'avez toujours revendiqué. On a retrouvé une petite archive qui date de 1986. Alors là, vous êtes encore toute jeune en politique. C'est de la spéléologie, là. Oui, en fait, vous voyez, on fait des interrogatoires et de la spéléologie. Vous avez, voilà. Et alors, on réécoute ce que vous disiez sur le sujet. Il y a des choses assez prémonitoires. J'étais pas encore députée. Voilà, en 86, c'était pendant la campagne. Je crois que la femme a un message de femme à apporter. Moi, j'avoue que quand je vois quelque chose qui me fait pleurer, bien j'ose pleurer. Je suis quelqu'un de sensible. Je ne veux pas devenir un homme manqué dans la politique. C'est ça que je veux apporter au monde politique. Voilà, alors c'est court à l'époque, petit sonore court, mais quand même vous dites un truc incroyable, j'ose pleurer. Être une femme en politique, c'est oser pleurer. C'est incroyable comme programme. Oui, c'est évidemment extrêmement caricatural de passer cela. Mais c'est vrai que nous... C'est que c'était passé à l'époque. Nous, les femmes, en politique, on oscille toujours entre deux pôles. C'est-à-dire, on se dit, voilà, il ne faut pas être discriminé, donc on va adopter les codes des hommes. Surtout, effectivement, dans les années 80. Voilà, on va adopter les codes des hommes, on va quitter les toilettes un peu oiseau de paradis pour adopter le style un peu complet veston, chemise masculine. Et on va finalement être saisi du syndrome de Stockholm, on épouse la cause de nos ravisseurs. Ou alors, on reste finalement avec des codes féminins, mais avec le risque d'être accusé de jouer sur le registre de la séduction, d'avoir un décolleté un peu aguicheur, et de jouer justement sur ces atouts féminins, et de jouer sur la rareté du personnel féminin, surtout dans les années 80. Ouais. Et finalement, moi-même, j'ai été dans cette tension tout au long de ma carrière politique, en adoptant à certains moments des codes masculins, puis en me disant, et après tout, j'en ai assez, oui, j'ai le droit de porter des tailleurs roses. Vous voyez, j'ai jamais finalement résolu très clairement cette question. Alors, effectivement, j'ai utilisé un terme caricatural parce que quand on étudie le féminisme, les codes qu'on impose aux petites filles et aux petits garçons, on dit souvent des petits garçons, attends, un petit garçon, ça ne pleure pas. C'est les filles, ce sont les filles qui pleurent. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en perspective, c'est que oui, pour reprendre la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Moi aussi, j'ai enregistré un certain nombre de codes féminins et toute ma vie, j'ai été en dialogue avec ces codes qu'on m'a donnés, soit pour les prendre, soit pour les refuser. Alors ce jeu avec les codes, justement, on a essayé de
cherché, on a encore fait de la spéléologie, essayer de voir justement dans quel registre vous aviez joué, masculin, féminin. Ça commence par une image. Alors une image où là, pour le coup, vous pleurez à l'Assemblée nationale, c'est lors du fameux débat sur le PACS. Député de droite, vous votez comme les socialistes, ce PACS, donc proposé... Disons plutôt que les socialistes votent comme moi, parce que j'ai fait le combat sur le PACS bien avant. Alors, vous aviez combattu bien avant, mais là, vous êtes une des seules. Voilà. Et la seule. Et ce sont eux qui proposent le texte, pour le coup. On va voir les images commentées par une politologue, Isabelle Vera-Masson, avec d'autres extraits, vous allez voir. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. Bien sûr, mais qui mieux que des homosexuels pouvait, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société? Ils et elles ne veulent ni le dégoût des saintes Nitouches, ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes, forcément stigmatisantes, pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. Merci, madame. Oui, d'ailleurs, elle pleure. Elle avait une prédécesseur avant elle, puisque Simone Veil, on s'en souvient, avait pleuré au moment de la loi pour l'avortement. Elle pleure après avoir tenu un discours très écrit, qu'elle lit. C'est assez étonnant, parce que je trouve qu'il y a une inadéquation entre un texte que l'on lit et puis ces larmes. Vous avez l'impression qu'elle n'est pas gênée de pleurer? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve qu'elle joue presque de ses larmes. C'est-à-dire qu'elle ne les retient pas. Elle ne se redresse pas, par exemple, après avoir pleuré, pour aller rentrer à sa place. On voit un homme politique qui lui tape dans le dos, qui lui remonte le moral, et après, elle reste contenue. Quelle image ça renvoie? Du coup, ça renvoie une image très, très féminine. Je trouve que Roselyne Bachelot est tout à fait, mais ça va être le propre de plusieurs femmes politiques, quelqu'un qui joue à la fois de son genre, de sa nature de femme, avec un certain nombre de spécificités, l'acceptation de l'émotion, le physique très apprêté, elle est très maquillée, elle est très habillée, elle montre ses bras, et en même temps, elle casse les codes de la féminité par un certain nombre de moyens, par particulier l'usage des gros mots. Elle traite de salopard un journaliste, elle parle de casser la gueule à quelqu'un. J'imagine qu'un homme politique, ne pourrait pas tenir ce genre de propos. Vous n'avez pas l'air très inquiet, tout ça. C'est dans la poche? Ah, on ne dit jamais ça. Vous allez nous porter la poisse, espèce de salopard. Elle est une femme qui utilise les propos d'hommes en se revendiquant systématiquement comme une femme et en même temps, elle va faire de la politique comme un homme. Donc vous évoquez ces deux registres, donc masculin et féminin, auxquels elle emprunte. Alors c'est vrai qu'elle a aussi été en charge des sports. Elle était notamment ministre au moment de la fameuse Coupe du Monde de 2010, lorsque les joueurs français étaient très très critiqués. Et alors là, elle a été les voir, elle a tenu une conférence de presse dans un registre pour le coup assez inattendu. Je voulais vous faire réagir. Est-ce masculin, féminin? Qu'est-ce que ce registre? Rien ne sera plus comme avant. Et je l'ai dit aux joueurs dans un entretien extrêmement émouvant. Et j'ai dit, le secret de demain, il n'est pas dans vos jambes, il est dans votre cœur. Et je leur ai dit, donnez tout, battez-vous, battez-vous. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Et je leur ai répété, en regardant chacun dans les yeux, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Quelle image est-ce que vous voulez laisser? Que vous ont-ils répondu, madame la ministre? Ils m'ont applaudi et ils ont pleuré. Voilà, comme quoi il n'y a pas qu'elle qui pleure, il y a les joueurs de foot aussi. Alors, ce moment avait été très mal compris à l'époque, justement, son regard, c'était très mystique aussi, beaucoup dans le registre de l'émotion. Alors, je voulais savoir ce que vous pensiez de la posture assez atypique qu'elle avait choisie à ce moment-là. Est-ce que c'est une tentative de communication mal comprise et pourquoi a-t-elle été aussi
aussi critiquée selon vous là-dessus? On a le sentiment qu'elle cherche, et c'est bien la personnalité de Roselyne Bachelot, elle cherche à mettre quelque chose d'elle-même, de spécifique, quelque chose qui va éventuellement marquer. Quand elle dit penser à ce que les autres vont retenir de votre action, on a le sentiment qu'elle parle un peu d'elle-même. C'est-à-dire, je suis là dans une position un peu étrange, mais je vais essayer de marquer ce moment où je suis ministre des Sports par un discours différent. Voilà, tentative d'être différente comme ministre des Sports. Alors, je me souviens que dans la presse, parmi les politologues, les experts de la communication, votre positionnement avait paru assez étrange. Alors, vous dites oui, non, pas du tout, oui, un sondage avait été fait après et la façon dont j'avais communiqué sur ce sujet avait rencontré l'adhésion massive des Français. Donc, il y a là encore toujours une rupture entre le microcosme et l'adhésion des Français. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir sur un sujet comme celui-là, qui est une Coupe du Monde de foot, c'est-à-dire quelque chose qui devrait rester quasiment en dehors de la politique. Bien sûr, moi j'y vais en tant que ministre des Sports. Le ministre des Sports, classiquement, c'est le premier supporter de l'équipe de France. Mais voilà. Et quand il y a cette fameuse affaire de l'article de l'équipe avec les injures qui sont échangées, moi, je suis en Afrique du Sud. Je veux balayer ça d'un revers de main. Et c'est hallucinant parce qu'il y a des gens qui me téléphonent de la France entière, mes conseillers, en disant « mais vous ne pouvez pas ne pas réagir ». Et Sarkozy me dit « tu vas à la rencontre des joueurs ». Je vais dans le fin fond du Veld à Bloemfontein. Ça n'était absolument pas prévu dans mon déplacement. On trouve des moyens de déplacement de fortune avec mes conseillers et me voilà en face de l'équipe de France. Et je pense que si j'ai joué le registre affectif, c'est qu'on n'était plus dans le football, on n'était plus dans la politique, on était totalement dans l'émotion. Avec eux, dans ce moment-là, d'accord. C'est ce que vous restituez. Donc en fait, là, ce que vous dites, c'est que vous improvisez finalement, parce que c'est vrai que c'est très atypique, c'est pas des conseillers, c'est vous êtes sur place, on vous appelle et vous vous dites, quoi, je restitue l'émotion. Voilà, je restitue l'émotion parce que ce qui finalement a fait que je suis restée, c'était pas rester avec eux et d'aller à leur rencontre, avoir complètement changé mon programme. C'est pas le football, c'est pas la politique, c'est l'émotion qui est suscitée en France. D'accord. Et c'est vrai que c'est assez atypique avec le recul que vous dites quoi. Vous avez, parce que c'était quand même sensible. En plus après, maintenant qu'on voit avec le recul, l'équipe de France, on n'a pas fini d'être critiquée et détestée par les Français. Avec le recul, vous vous dites que c'était... Avec le recul, c'est un des moments les plus intéressants de ma vie politique. Pourquoi? Parce que il y en a eu d'autres des crises dans votre carrière. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de vivre ça d'abord dans un pays étranger où on n'a absolument aucune logistique. Pour le coup, il n'y a plus les fameux conseillers. On est là face à beaucoup de gens qui n'ont pas les codes, parce qu'il y a quand même un certain nombre de codes dans la vie politique française, avec les journalistes, on a une façon de se comporter dans la vie médiatique. Avec un remue-ménage pas possible dans la France, qu'on entend en bruit de fond, mais dont on n'arrive pas à saisir la substantifique moelle. Et puis, une sorte de déconnexion terrible entre la réalité des faits et l'émotion. Et sans doute, jamais je n'ai ressenti cette chose de façon aussi forte. Concernant les larmes, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous le revendiquez au début, on voit que ça revient à plusieurs moments clés de votre parcours. Lors du PAX notamment, Isabelle Verra-Masson dit on a l'impression que vous ne retenez pas vos larmes par rapport à Simone Veil. On a toujours les images de Simone Veil lorsqu'elle est pour le coup violemment attaquée à l'Assemblée, lorsqu'elle défend la liberté d'avorter. Elle, on a l'impression qu'elle contient ses larmes. Vous les exprimez, pourquoi? Je vous signale qu'à aucun moment je ne pleure. Non, mais on a l'impression. On a l'impression. Vous voyez comme quoi. Oui, comme quoi, on a l'impression que vous pleurez. Je ne pleure à aucun moment. Alors c'est quoi? Je suis submergée par l'émotion parce que c'est un combat que je porte depuis très longtemps. Et même, vous voyez, à un moment, j'ai été tentée de mettre ma tête dans mes mains. Oui, on vous sent comme ça, toute recroquevillée sur votre Et siège. justement, j'ai pensé à Simone Veil. Et je n'ai pas voulu lui voler son geste. Je n'ai pas voulu qu'on dise « Ah, elle fait sa petite Simone Veil, elle fait comme ouais. ». Dernière chose, sur le registre masculin-féminin, le « espèce de salopard », les gros mots, j'aime bien vous faites exprès de les dire. Oui, tout à fait exprès. Oui, je revendique. Vous revendiquez. Je revendique, oui. D'accord.
pour terminer l'émission, il y a un mot qui nous a frappé dans vos dernières interviews, celles que vous avez données suite à votre livre et qui nous a permis de revenir un peu sur votre parcours. C'est le mot psychanalyse. Vous avez parlé de la démarche que vous avez faite dans ces carnets en disant que c'était une sorte de psychanalyse. Et on a eu l'impression qu'il y a eu des moments où, justement, cette liberté de ton ne s'était pas faite sans quelques tensions intérieures. Du coup, nous, on connaît un vrai psychanalyste, Jean-Pierre Winter, philosophe également, et nous lui avons soumis cet extrait. C'est aussi un spécialiste du discours, donc il va nous dire ce qu'il a entendu, et puis vous réagirez. On revient sur 2 moments. J'ai voulu tenir ce carnet tout au long de la campagne. Ça commence le 1er décembre, ça se termine le 6 mai. C'était important parce que c'était d'une telle violence que je voulais faire un bilan. Je voulais aussi, c'était presque certains diraient une petite psychanalyse, mais aussi je voulais témoigner pour l'histoire en direct, très rapidement. Oui, il y a eu une souffrance de voir que les éminentes qualités de mon champion n'étaient pas reconnues. Oui, il y a eu une souffrance de voir qu'il n'avait pas, à mon avis, choisi les bons thèmes. Oui, il y a eu une souffrance de le voir échouer si près du but. Et effectivement, je répète effectivement pour la 3e fois, ces conseillers m'ont paru coupés des réalités. Vous lui avez dit? Vous l'avez pas dit pendant la campagne? C'était difficile de lui parler. Il rencontrait pas les gens, il vous Oui, écoutait puis, pas. vous savez, quand un coureur, un sprinter est dans son couloir, on essaie de l'aider et on essaie de ne pas le démoraliser ou de ne pas le déstabiliser. Voilà, c'était difficile de lui parler. Elle dit, alors que pensez-vous de ces confidences, pratiquement de cette psychanalyse, c'est ce qu'elle dit, cette psychanalyse. Oui, c'est étonnant de la part de quelqu'un qui fait de la politique de se référer comme ça au moins 2 fois en à peine 2 minutes à la psychanalyse. Si elle invoque cela, c'est à mettre en relation avec le fait qu'elle dit que Nicolas Sarkozy, au moins à la fin de son quinquennat, n'écoutait pas. Et que c'était quelqu'un à qui il était difficile de parler. Alors la psychanalyse vient en contrepoint comme le lieu où on est écouté et où on peut parler. Et le fait qu'elle dise effectivement 3 fois, alors elle le relève, ça vous paraît digne d'être relevé ou pourquoi le relève-t-elle? C'est comme si elle voulait nous faire entendre qu'elle s'interroge sur elle-même, qu'elle fait attention aux propos qu'elle tient, qu'elle est sensible au fait que, justement, elle s'est trouvée dans un moment de division. C'est-à-dire, à un moment donné, elle était divisée. C'est-à-dire, il fallait qu'elle soutienne Nicolas Sarkozy, j'imagine, pour ne pas créer plus de difficultés qu'il en avait à ce moment-là. Et en même temps, intérieurement, elle ne le soutenait pas. Donc cette division, elle en rend compte en disant maintenant, quand je parle, je fais attention à ce que je dis et je compte même le nombre de fois où j'emploie tel ou tel mot, comme peut le faire un analysant sur un divan. Un mot sur l'opposition pratiquée par Martine Aubry. Comment est-ce que vous jugez son retour et ses premiers pas comme leader du PS? Écoutez, Martine Aubry, d'abord je l'aime bien, Martine Aubry. J'aime bien Martine Aubry parce que c'est une femme qui a beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme. Et vous lui souhaitez bonne chance. Je lui souhaite bonne chance dans l'exercice difficile d'être à la tête d'un parti politique aussi divisé et aussi obsolescent que le Parti socialiste. Elle a vraiment choisi une mission impossible. Je lui souhaite de tout cœur qu'elle se casse la gueule, quoi. Ah ben c'est vraiment pas une... Il faut la préserver de ses amis comme vous, alors. Bah oui, je ne veux pas lui souhaiter qu'elle réussisse à la tête du Parti socialiste. Je serais quand même un petit peu incohérent. Là, c'est incroyable parce qu'elle part dans une direction et puis tout à coup, elle change complètement de braquet. Je veux savoir ce que vous en pensez. C'est quoi? C'est la vérité? C'est comme un lapsus? C'est quoi? Non, je crois que, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, une fois de plus, le témoignage du fait que c'est quelqu'un qui a des convictions, des amitiés, des amours, qui ne sont pas en harmonie. D'ailleurs, elle pose elle-même la question de sa cohérence, qui ne sont pas en harmonie, qui ne sont pas cohérents avec le camp politique dans lequel elle s'est inscrite. Donc on se dit que ça doit être très très difficile pour elle de maintenir cette espèce de clivage dont elle parle en termes de cohérence ou d'incohérence, mais qui est un profond clivage, c'est-à-dire de temps en temps, elle laisse échapper un
petit peu d'oxygène, là, pour dire non mais attendez, je ne suis pas exactement là où vous imaginez que je suis. Et puis elle se rend compte que politiquement, ça risque d'être embarrassant, pas seulement pour elle, mais pour son camp. Et donc, elle revient en arrière. Voilà, alors ça c'était la Roselyne Bachelot d'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il y a eu cette tension, ce qui dit ce clivage? Vous laissiez échapper de l'oxygène pour montrer que vous n'étiez pas celle qu'on croyait? Non, je trouve que ce que je dis est très cohérent à partir de Martine Aubry. C'est-à-dire que moi, je fais la différence entre les personnes avec lesquelles je peux être bien et puis un programme politique. Non, mais ce qui a fait rire dans ce moment, c'est que vous partez dans une direction, on a l'impression presque que vous vous repentez, que vous dites non mais je peux pas dire ça, c'est pas cohérent. Non, c'est pas une repentance. J'aime bien Martine Aubry, et si je devais faire une bouffe avec une copine en politique, c'est sans doute avec Martine Aubry que je le ferais. Mais là, vous improvisez quand vous ah bah oui, je suis capable d'improviser. Oui, donc vous improvisez, vous vous dites. Mais tout d'un coup, ce que je veux dire, c'est que tout en trouvant Martine Aubry sympathique, je souhaite évidemment qu'elle ne réussisse pas dans la mission à la tête du Parti socialiste. En fait, le fait, c'est qu'elle a réussi et que ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire qu'elle a été un des artisans principaux de la victoire de François Hollande. Donc j'avais bien raison de ne pas souhaiter qu'elle réussisse. D'accord, vous n'avez pas l'impression que par moment, vous pouviez donner l'impression, et si oui, pourquoi? Parce que qu'il y avait en vous comme ça des tensions, un clivage, vous n'étiez pas forcément en harmonie avec votre camp politique, vous étiez un peu partagé, divisé. Oui, c'est vrai ce que dit Monsieur De Winter, c'est-à-dire que moi j'ai une vision de la politique où je soutiens une politique parce que je suis d'accord à 70-80% de cette politique, mais il n'empêche qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. L'important, c'est de savoir où se passe la rupture et si elle vous empêche ontologiquement d'accepter ou de renier les 70 ou 80% avec lesquels vous êtes d'accord. Donc c'est vrai que ce refus d'être une inconditionnelle procure chez moi des tensions, des souffrances, et que je suis en négociation avec moi-même. C'est-à-dire, est-ce que je peux aller au-delà des 35%? Est-ce que je dois le dire? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je fais Voilà, c'est exactement ça. Mais ce que j'ai apprécié chez Nicolas Sarkozy et chez François Fillon, c'est qu'ils m'ont laissé ces marges de liberté et qu'ils n'ont jamais exigé de moi que j'y renonce au motif de rester au gouvernement. Je pense aussi que ça les arrangeait, cette marge de liberté. Je ne suis quand même pas tombé de la dernière pluie. Le fait que je suis un personnage atypique, que j'ai des réseaux qui ne sont pas les leurs, c'est pas neutre. On est aussi peut-être dans mon camp content d'être ce que je suis à certains moments. D'accord, donc quand même ces tensions en permanence en se disant ce que vous dites, hein, effectivement, que dire, jusqu'où exprimer ma différence, etc. Vous pensez que c'est quelque chose que ressentent beaucoup les politiques? Parce que c'est quelque chose dont on parle peu, généralement les politiques en parlent peu, ils veulent toujours faire justement montrer qu'ils sont quasiment d'un bloc. Tout dépend des raisons pour lesquelles vous êtes rentré en politique. Il y a des personnes qui le font sur un plan purement technique, ce sont des techniciens de la politique. Il y a ensuite des gens qui sont sur un mode totalement affectif. C'est-à-dire qu'ils aiment d'une façon inconditionnelle la personne, la star, le chef. Bon. Et puis, il y a, et ils sont nombreux en politique, des gens qui ont construit une pensée, un engagement, qui sont sollicités pour entrer dans un gouvernement. Et bien sûr, ces gens-là vivent des tensions et des souffrances. Ces tensions, ces souffrances, il y a eu un moment peut-être où il y a eu une tension particulièrement forte, un moment particulièrement emblématique, un moment où vraiment vous avez eu l'impression de devoir censurer quelque chose d'essentiel ou pas, pour faire en mot de la fin? Finalement, pas vraiment. Bien sûr, j'ai censuré des choses trop violentes ou des choses sur lesquelles je voulais me laisser le temps de l'analyse. Dans le livre, par exemple, il y a 3 passages que j'ai censurés parce que je pensais qu'il était trop tôt pour dire un certain nombre de choses. Vous ne nous direz pas sur quoi étaient ces passages, évidemment. Évidemment, et par définition. Donc oui, il m'est arrivé de censurer des choses, mais rien qui n'amène à un mensonge sur le reste. D'accord, donc vous restez fidèle à l'époque du sonotone. Je ne mentirai pas. Vous n'avez rien qui. Je mens raisonnablement. Vous mentez. Ah voilà, c'est ça. C'est quoi mentir raisonnablement en politique? Mentir raisonnablement, c'est se protéger d'abord d'un certain nombre de malfaisances, protéger un certain nombre de gens que vous aimez et que vous pourriez mettre en difficulté,
Et puis, ne pas insulter l'avenir, prendre un peu de recul pour faire les analyses qui conviennent. D'accord, mais écoutez, on espère que vous avez été au maximum de votre sincérité dans cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Je l'ai voulu. Hein. Et alors, vous ferez un livre, un autre? Je ferai un livre politique, mais la commande est pour 2014 et je ne sais pas, parce que là c'est un livre de souvenirs personnels. Là, je veux faire quelque chose, je ne sais pas si même 2014, mais enfin... C'est pas prématuré, quoi. C'est pas prématuré. Ou alors, est-ce que je ferai un livre où je dirai les choses? Les 3 passages, on les attend maintenant, les 3 passages. On va tous chercher, c'est quels sont